dernière question, mais c'est juste pour amorcer, quoi, parce qu'il y a quelqu'un qui se lance. Donc, parmi tous les motifs qui sont présents dans ce roman, alors, bon, tous les mots quand on parle d'un roman comme ça, tous les mots sont un peu piégés. Donc, j'allais dire dans ce roman total, oui, parce qu'il brasse énormément de choses, ce roman. Mais donc, il y a un motif qui me semble réveiller beaucoup d'échos, et que je voudrais résumer peut-être ainsi. Hier sur France Inter, vous disiez en substance, hein, la littérature n'est pas un jeu parce que la narration est un pouvoir. Et pourtant, il y a toute une redoutable mise en scène dans Confiteor de l'impuissance du spectateur et du narrateur. Aussi érudit soit-il, il a toutes les armes de l'humanisme pour s'en sortir. Et d'ailleurs, c'est certains des moments les plus poignants, je trouve, c'est ce sentiment d'impuissance. Est-ce que la quête d'Adria, donc, qui essaye, par l'histoire des idées tardivement et par la confession personnelle, de remettre les choses en place, après avoir été longtemps passif, est-ce que c'est une forme d'échec? Ou est-ce que c'est l'écho d'un autre livre que j'ai découvert moi seulement aujourd'hui, hein, il faut être honnête, qui est très très beau également, dont on dira peut-être quelques mots tout à l'heure, qui est L'ombre de l'eunuque, et dans lequel le narrateur, le héros, Michael Gensana, après une fausse première vie d'action, mais qui est une action vide de sens, trouve un salut individuel justement dans l'art, dans l'écriture et dans la musique. Donc, est-ce qu'on doit, au fil de Confiteor, se laisser entraîner par ce sentiment d'échec, ou est-ce qu'on doit accepter l'espoir qu'il y a tout le long? Ouf. C'est juste une première question. C'est la question. Bonsoir, je suis très content, très fier d'être entre lecteurs ici à Calibre. Bon, c'est la question, je n'ai pas la réponse. Je fais de romans pour dissimuler, pour dissimuler l'ignorance pour la réponse. Voyons, je vois Adrien, je vois que Adrien c'est un homme qui a réfléchi parce qu'il y a beaucoup de circonstances dans sa vie, a réfléchi sur le mal. Et il a fait un essai, mais il arrive à un point d'immobilité. Il peut passer, il peut dire quelque chose qui explique les raisons du mal. Et alors, il fait une chose, je crois que c'est l'unique chose qu'il peut faire. Il prend toutes les pages qu'il a écrites, il le met à l'inverse et passe de la réflexion à la narration. Parce que si nous savons, ici je vois qu'il y a des bouquins, il y a beaucoup de livres qui parlent de nazi et le varpier, par exemple, Kinderzimmer. Il y a beaucoup encore de réflexions narratives sur le mal, en ce cas sur le mal du nazisme. Mais, par exemple, si nous sommes si nous étudions en étude sur Auschwitz, sur Birkenau, sur Treblinka, ça n'importe. Et alors, on peut voir tout ce que c'est la vérité de ce champ. On peut voir combien de prisonniers il y avait, combien sont morts. On peut savoir tous les noms. On peut savoir beaucoup de choses sur la tragédie, par exemple, d'Auschwitz. Et on peut faire des conclusions sur ça. Mais l'unique forme d'entrer, nous, comme lecteurs, à Auschwitz, c'est à travers l'art, à travers la narration. On peut entrer main sur la main avec une femme, par exemple, qui entre dans la chambre de gaz, et nous pouvons entrer avec elle et assister à sa tragédie personnelle, que c'est la mort. C'est l'unique forme. Et alors, ce que fait
Adria, c'est laisser la réflexion et parler du mal et de tous les mal qui font le mal global. Parce que tous les mal sont reliés à une personne. C'est une de ses conclusions et de la mienne conclusion, parce que le mal en abstrait, c'est pas rien. Le mal, on le fait. Et qui est-ce qu'on le fait? Pas de personne. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Il parle d'un personnage, d'un autre personnage, des gradations différentes du mal. Et chaque personnage, chaque gradation, ça suppose une histoire. Et en ce moment, il se voit en l'obligation d'expliquer beaucoup d'histoires. Et moi, je dois les expliquer parce qu'ils ne les expliquent, c'est moi qui les explique. Et alors, c'est le moment de me compliquer la vie. Mais toujours de cette façon, parce que quand je commence un roman, je ne sais pas. Après le Voix du Pamano, je dis jamais, jamais, jamais je ferai un roman si long. Jamais. Et ma femme disait, d'accord, d'accord. Jamais. Bon, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Et jamais, jamais je ferai un autre roman après Confiture si longue. Je le dis ici d'une façon officielle. Officielle. Mais je vous dire, je ne sais pas si c'est la réponse. Je m'excuse si j'ai dit d'autres choses. La dernière chose que j'écris dans ce roman, Le Voix de Pamano, qui est apparu en catalan 2004, sont des mots, pas à moi, mais de Vladimir Jankélévitch. Il a écrit un essai sur la possibilité du pardon. Il parlait de la Shoah et il disait que c'était impossible. Et une phrase qu'il disait, c'est « Père, ne leur pardonne pas, car ils savent ce qu'ils font. » J'ai pris cette phrase qui m'a frappé. Hein. Je l'écris à Les Voix du Pamano et alors je me suis dit, je commence Confiture. Hein. C'est pas ça, hein. C'est impossible de dire je commence Confiture. Hein. Je continue en écriture, en état d'écriture, que c'est mon état naturel. Hein. Toujours je suis en état d'écriture. Et alors, au moment de faire ça, j'avais l'écho des mots de Vladimir Jankélévitch. Et c'est pour ça que j'ai commencé à penser histoires qui ne sont pas le principe que vous avez lu, mais qui sont au chapitre de Palimpsestus, que c'est la fusion entre deux personnages. L'inquisiteur Nicolas Aymeric, c'est un personnage historique, et Rudolf Hess, la réfugiée d'Auschwitz, un autre personnage historique. J'ai fait une fusion de personnages. Et cette fusion m'a donné, je pense, une couleur, une voie, une direction pour expliquer les choses d'une manière, d'une façon concrète. Par exemple, avec la possibilité de convertir un personnage en autre, les deux personnages ont une différence de chronologie de 400 ans, mais ça, c'est une chose très anecdotique, parce que ce sont le même personnage en deux noms différents, en deux époques différentes. Ça m'a donné la possibilité de prescindir, de laisser le temps. Hein. Après, j'ai appris que les histoires que je faisais, d'une façon naturelle, passaient à Europe. Et alors, j'ai appris aussi à faire des mouvements d'espace sans demander la permission à personne, ni au lecteur. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu ou... Alors, pour présenter peut-être très vite Les Voix du Pamano à ceux qui n'ont pas lu, j'avais noté 2-3 choses hyper intelligentes.
Les voies du Pamano, c'est un petit peu la même construction, mais en beaucoup plus resserré, c'est-à-dire que c'est le village de Torrena et Barcelone, en gros la zone géographique, et ça se passe sur, on va dire, 2 générations, alors que là, on balaye le monde et le temps, on va dire. C'est beaucoup plus vaste. Ça suit 1000 morceaux d'histoire assez sordides, qui sont tout enracinés autour d'une femme, Elisenda Villabru, dont le père et le frère ont été abattus par les anarchistes au moment de... Alors, je ne connais pas grand-chose, j'imagine, de la guerre d'Espagne, et qui va se venger sur tout le village, quasiment, sur plusieurs générations. Et curieusement, le pire mal qu'elle va causer, ce sera par amour et pas par vengeance. Et il y a vraiment quelque chose qui résonne avec Confiteor. Sur la thématique, on a des personnages qui sont hantés par la compromission et la culpabilité, avec un dosage extrêmement juste entre vraie compromission et réelle lâcheté, et une culpabilité qui n'est pas la leur. Enfin, je pense à Adria par exemple, c'est pas lui qui a fait le mal, mais c'est lui qui se sent sali par ça, parce qu'a pu faire son père, parce qu'ont pu faire tous les gens qui ont possédé le violon avant. Dans les voies du Pamano, on a l'instituteur Auriol qui se sent coupable pour ce que, pareil, le maire a fait, mais c'est pas lui qui a agi, mais c'est lui qui est sali. Et ces personnages, tous les personnages tentent de se racheter, de faire face à ça, à la compromission et à se racheter. Et il y a aussi un certain... Alors là, c'est un certain brouillage du souvenir. Notamment l'impossibilité de finir le puzzle une fois que quelqu'un est mort, de savoir qui était vraiment cette personne. Et il y a la même chose entre qui est cet instituteur Auriol, qui était le père d'Adria. On se heurte aux mensonges des gens qui mentent réellement, des rumeurs, des gens qui croient à côté, des idées préconçues et de la mémoire qui flanche aussi, du souvenir qui n'est pas fiable. Voilà, c'était juste pour expliquer. Oui. Je pense qu'il y a des obsessions qui sont à moi. Et alors, je crie ça, je ne vais pas au psychiatre. D'accord. Je crois parce qu'il y a des choses qui se répètent obsessivement. Vous avez parlé de l'ombre de l'eunuque. L'ombre de l'eunuque, c'est différent, mais aussi c'est la même chose, de l'histoire d'une famille, de le passe du temps. J'ai une obsession. J'ai connu mon grand-père, mes 2 grands-pères, mes 4 grands-pères et mères. Mes fils, ils ne les ont connus. Alors, le temps fait que la mort soit toujours présente et le temps passe et la mort est plus dense. Et alors, c'est à partir de cette idée que je commençais cette histoire. Mais je m'en vais pour autre chose. Par exemple, ce livre, c'est un secret, s'il vous plaît. Ce livre, c'est les concerts pour violon et orchestre de Alban Berg, à la mémoire d'un ange. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, je suis romancier. C'est la même chose. Ça veut dire que quand je écoutais beaucoup de fois ce concert, un jour, je pense, ce qui a dit Berg, c'est la même chose que je suis en train de dire avec Michael Jansana. Et alors, je écoutais avec une autre mentalité ce concert. Alors, j'ai vu qu'il y avait une histoire de toutes les femmes du musicien, de Berg, et aussi qu'au moment de commencer à écrire le concert, il y a la mort de Manon Gropius, que c'est une fille qui était amie
de Bert. Et alors, oui, oui. Bert m'a laissé, m'a donné la partition, alors je l'ai mis ici. C'est le Requiem de Manon Gropius, Manon, et en même temps c'est le Requiem de lui-même. Il ne le savait pas, mais il était malade et après 3 mois, il est mort, précisément. Et ça, c'est beaucoup de choses qui se déroulent narrativement dans ce roman. Mais je commençais avec l'histoire de les grands-parents, la mort des grands-parents, le souvenir de ceux qui ne l'ont pas connu. Parce que j'ai connu mes grands-parents, mais plus que grands-parents, comment on dit, les arrière-grands-parents, je ne les ai pas connus, mais j'ai connu des anecdotes sur ces arrière-grands-parents. Mes fils ont perdu les anecdotes, ont perdu à chaque génération, on perd. A cada bugada es perd un llençol, on dit en catalan. Comment est-ce que on peut dire ça, s'il vous plaît, Raoul? En chaque lessive, on perd un drap de lit. Oh. Oui. D'accord. Alors, dans ce livre, il y a 3 planches qui représentent un arbre généalogique de la famille. Et je peux vous dire qu'une chose, sans rien déflorer, c'est que c'est pas là juste pour illustrer et pour décorer. C'est totalement central en fait dans ce roman. Ces 3 planches. D'accord. Bon, je suis ici parlant de l'empereur de l'Eunuque et je dois parler de Confiteor. Je m'excuse. Moi, j'ai une question sur le Confiteor, mais qui est liée justement à ça malgré tout, puisque Adria dit, et je pense que c'est une des phrases importantes, Adria dit beaucoup de phrases importantes, mais il y en a une qui m'a marqué, qui est « Nous essayons de survivre au chaos grâce à l'ordre de l'art ». Nous essayons de survivre au chaos grâce à l'ordre de l'art. Parce qu'on parlait du mal tout à l'heure, mais en plus et à côté en fait du mal, il y a le chaos, il y a le fait que c'est... Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que Confiteor, pendant 600 pages, donc, va proposer en fait un foisonnement tel, aborder tellement de situations, de personnages, d'endroits et d'enchevêtrements d'intrigues, que ça prend une allure chaotique. Et en fait, tout converge et tombe en place. Et ce que le personnage en fait essaye de faire fonctionne, puisque l'ordre de l'art remet en fait tout en place. Et justement, dans l'Eunuque, donc 20 ans plus tôt, en publication française en tout cas, on avait le sentiment que le personnage découvrait trop tard la musique et la force de l'art pour qu'il puisse tout remettre en place. Et que donc ça en faisait une œuvre qui reste une œuvre ouverte, d'une certaine façon au sens de Écho, alors que dans Confiteor, il y a ce miracle, je trouve, de narration, c'est que c'est un foisonnement qui est tout ce qu'il y a de plus postmoderne, et pourtant c'est une œuvre qui se referme proprement à la fin, sans laisser tout en l'air, quoi. Et ça, je trouve ça assez miraculeux. Donc, et la question, en fait, c'était, est-ce que c'est la musique qui permet de structurer la narration pour vous? Peut-être c'est la musique, mais aussi c'est l'art en général. La possibilité de faire un univers ordonné, un univers contrôlé par moi, ou contrôlé pour le lecteur, selon les cas, et pourtant, un univers qui n'est pas le chaos, qui, je crois, sans l'art, existe dans la vie. L'art n'est pas la solution parfaite, mais c'est la consolation parfaite, je crois. Professionnellement, je crois ça. J'ai une question. Pardon, il y avait... Bon, d'accord. J'ai une question en fait. Très simple. Êtes-vous violoniste? Parce que ce que vous écrivez sur le violon, à la fois sur l'instrument et sur la façon d'en jouer, c'est juste tellement ça, quoi. Proprement, non. Je joue le violon, mais je ne suis pas violoniste. Oui, c'est différent. Si vous m'écoutez, vous saurez que c'est différent. Très, très, très différent. Malheureusement pour moi. Et malheureusement pour mes voisins. Mais j'aime beaucoup
avec passion la musique. J'aime beaucoup le violon comme instrument. Tous les instruments, j'adore, mais le violon spécialement parce qu'il est une œuvre d'art, une sculpture en bois, et en même temps, il fait un son qui est une œuvre d'art aussi, et en même temps, on peut faire de la musique avec ça. C'est extraordinaire. Et j'ai une histoire d'impotence pour ma part, pour faire un bon son, pour digiter bien, pour faire les positions sans désaffiner. Et alors, je ne suis pas violoniste. Oui, enfin, quand même, Oui, parce oui, que oui. à vous lire, on entend la différence entre le viol et le violon d'études. Enfin, il y a vraiment quelque chose quoi, qui passe Oui. dans les mots. Vous êtes violoniste? Non, mes enfants ont appris Ah, le violon et j'assistais d'accord. à leurs cours, donc j'ai appris à écouter. Et moi, je les connais. Ah, c'est bon. Oui, j'avais une question qui portait sur le... Comment vous faites dans le processus d'écriture pour ramener de la connaissance, notamment ramener le- pour rapporter de la connaissance, notamment si on parle du mal. Étant entendu que vous dites, quand on entre en narration, c'est une manière, finalement, d'obtenir une vérité hein, d'un univers, et là, en l'occurrence, du mal. Alors, comment vous faites, vous, puisque ce n'est pas un témoignage direct, au cours du processus d'écriture, pour ramener cette connaissance et la donner? Je ne sais pas si j'ai compris bien, mais commencerai vous parlez de hein? Je recommencerai sinon. Ah, merci. Mais, vous parlez du processus de documentation ou du Non. processus Enfin, mental? Comment l'écriture peut vous apporter de la connaissance sur le sujet auquel vous vous attaquez. C'est-à-dire, je dirais peut-être une connaissance intuitive ou je ne sais pas quoi. Mais à un moment, quelque chose apparaît qui fait que vous savez, par exemple, les mécanismes qui sont à l'œuvre dans le mal. par exemple. Pour moi, c'est un mystère. C'est une question que je crois que je ne sais pas répondre. Je sais que la force de la narration, la force de la fiction, me sert pour entrer dans des mondes que je ne connais pas. Parce que je ne connaissais, par exemple, la forêt de Paneveggio. Je ne la connaissais pas. Je ne voulais pas aller la connaître hein, parce que pour moi c'était mieux le Paneveggio que j'avais ici que non le Paneveggio véritable. Et je fais très bien parce qu'après on m'a invité à aller à Predazzo et au Paneveggio. Et pour moi, aurait été un désastre, une catastrophe d'avoir allé avant à Paneveggio. Parce qu'à ce moment, c'est un lieu de tourisme, de neige, de cabines qui vont pour la forêt. C'est très différent. Et mon Paneveggio, c'est un Paneveggio pauvre, où on travaille le bois jour à jour. C'est sa richesse, et seulement c'est ça, sa richesse, c'est très différent, très différent. Alors, il faut faire ce que tu imagines, le faire vivre en toi, parce que je n'écris pas un roman, je vis pendant un temps avec un roman dedans qui grandit avec moi. Et surtout si je suis 7 ans par Le Voix de Pamano, 8 ans pour Confitio, ça va bien pour moi parce que le roman va grandir. Il y arrive un moment que j'ai la solution pour une chose, pour une autre chose. C'est vrai que je fais constamment des documentations. J'ai besoin de documentation. Alors, je solutionne le problème, mais seulement ce problème de documentation. Et alors, je continue avec ma narration, mon atmosphère, tout ce que je crois que c'est véritable.
Je ne sais pas si je réponds. Mais... Parfaitement. Oh là là. En fait, parfaitement. Moi, j'ai une petite question. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce processus narratif que j'avais lu nulle part, cette espèce de jeu sur les pronoms personnels, Oui. c'est ce que je disais tout à l'heure, qui incarne à la fois tout le poids du destin et qui en même temps, dans la même phrase, peut permettre à vos personnages d'être complètement libres. Mais qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, à ça? La musique, Ah, d'accord. c'est la musique. Donc, en contrepoint. Oui, parce que c'est une chose que j'ai travaillé déjà à l'ombre de l'eunuque. Et après, on peut... à l'ombre de l'eunuque, c'est... À l'ombre de l'eunuque, je voyais... j'avais écrit 50 pages d'une histoire racontée en troisième personne, il. Et alors, je laissais lire ça à un ami. Il m'a dit, tu t'as trompé, c'est une histoire en première personne. Et je lui ai dit, non, c'est troisième. Et il dit, non, c'est première personne. On a un mantingut, on a maintenu l'amistad. Ah, oui. On a resté amis malgré tout ça. Hein? Alors j'ai pensé, est-ce qu'il a raison? J'écris tous ces 50 pages une autre fois, pensant en première personne. C'est si, non, si, non. Et alors je commençais à faire à expérimenter et à parler et à dire en haute voix, à dire ce que j'écrivais. Et alors j'ai vu au moment que Alban Berg venait travailler avec moi, chaque matin, après-midi, il ne pouvait pas venir travailler, mais tous les matins, je l'avais avec moi. Et alors, je voyais que le pantonalisme, l'harmonie créée par Schoenberg, pour faire un résumé, est un peu... c'est une chose comme prendre le jus de limon. Hein? C'est aspre, mais belle. Hein? Alors, je pense que la phrase avec je et il, c'est aspre, mais il est musical. Et en même temps c'est une sorte de zoom qui m'approche à une situation subjective avec le je et qui fait une situation un peu éloignée et objective avec le il. Que ça peut être dans un paragraphe, mais dans une phrase, c'est possible. Ça est un peu, c'est dissonant. C'est-à-dire que ça donne de la tension et en même temps une ça grande vitesse. Ça donne de la tension. Oui. Une grande vitesse dans le temps même. Oui, Dans le temps narratif. Et alors, le lecteur ne dort pas. Je pense au lecteur, mais je pense au lecteur d'une autre façon. Hein. Le lecteur, je ne sais pas que le lecteur... Bon, le lecteur dort à l'heure de dormir, oui. Mais s'il dort à l'heure de lire mon livre, c'est un échec. Il y a peu de risques. Je voulais rebondir sur cette question à propos de comment on apporte la connaissance, parce que je trouve que dans le Confiteor, précisément, tout cela est bien plasmé au moment de l'écriture d'Adrien. Lui qui est un humaniste, un érudit, un philologue qui a écrit sur tout et qui aborde la question du mal, il est incapable de décrire depuis la connaissance sur le mal, et il retourne la feuille de son étude et il commence à écrire dans une autre langue qui n'est pas la langue de la connaissance, qui n'est pas la langue de l'érudit, mais sa langue défaillante des malades. Je ne dis pas plus. Cela, c'est comment il recommence à raconter tout ce qu'il a pu écrire dans sa vie, ce qu'il a fait d'un point de vue personnel, intuitif, et placé dans cet ouvrage par cette façon d'écrire. Tout est là-dedans. Oui. D'accord, je suis d'accord. Ce qui sur cette question qui renvoie à la supériorité du pouvoir de la narration par rapport au pouvoir justement de l'essai, en gros.
je me permets de dire, j'essaie de ne pas faire de spoiler, mais dans l'ombre de l'eunuque, si vous voulez savoir ce que c'est le pouvoir de la narration, vous vous laissez porter par les 440 premières pages, et vous prenez un coup de poing dans la figure à la page 441, et là vous vous dites, ah c'est ça le pouvoir de la narration. Et j'en dirai pas plus, hein, mais c'est exceptionnel. Là vous dites, bah oui, vraiment, écrire une fiction, ça a un pouvoir réel sur les choses. Je ne peux pas dire ce que c'est, parce que sinon après... voilà. Ça, c'est un- Enfin, ça se lit très vite. Hein. Voilà. Juste, tout à l'heure, on a prononcé le mot, c'est le titre, on a chopé. Et malheureusement, je n'ai pas lu, je confesse, le Confiteor, mais ma femme l'a lu, elle m'en a parlé. Je vais le lire, évidemment. J'ai lu les autres œuvres, vos autres œuvres en catalan. Mais il n'y a pas l'Empsès, justement. Est-ce que, alors ma question est la suivante, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que la littérature, le roman moderne, est-ce qu'il peut être autre chose que palimpseste? C'est-à-dire, on gratte et on regratte, on reprend des choses qui se retransforment, et ce qui conduirait à repenser la notion de réminiscence que je pensais au début. C'est des réminiscences ne sont pas la réminiscence comme le rêve d'un passé lointain, mais comme ce qui est toujours actif, toujours à l'heure et toujours inquiétant aujourd'hui, dans le présent. L'histoire souterraine. L'histoire, pardon. L'histoire souterraine Ah oui. qui ressurgit. Oui, oui, oui. Oui. Oui, c'est... Je ne sais pas quoi dire. Je suis d'accord. Je pense. Mais c'est une vision de lecteur, oui. Et ça rejoint une chose qui m'a frappé dans Confiteor cette fois, aux 2/3 à peu près du livre. D'un coup, pas très loin effectivement de ce changement de perspective, donc on va essayer surtout de ne pas en dire plus, mais il y a un moment où on a cet érudit qui est l'érudit suprême, qui a absorbé des masses de connaissances dans son enfance, dans son adolescence, dans son âge adulte, donc qui sait presque tout sur tout en tant qu'érudition, et qui se confronte, enfin se prend vraiment face au mal. Alors qu'on on écrit depuis la fin du XXe siècle, au début du XXIe, donc on sait tout ce qui s'est passé au XXe siècle. Et lui, il a ça dans la figure. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est marrant, c'est frappant, c'est l'exact symétrique du projet de Musil, en fait, dans L'Homme sans qualité, où un narrateur qui est le contraire, qui est le dilettante suprême, qui est animé par une profonde curiosité sur les choses, mais qui n'a pas les connaissances, qui les cherche pendant 2500 pages, et qui, lui, est avant la guerre de 14 et a l'intuition des horreurs à venir, et les renvoie à l'histoire, mais n'est pas encore dedans. Et j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y a une sorte de parenthèse qui se referme grâce à Confiteor. C'est-à-dire que cette lutte pour la compréhension, on a une forme d'achèvement en fait, qu'on arrive à obtenir là. Et c'est peut-être la première fois que je trouve un roman qui fait ça. Oh là là. Je pensais en ce moment, j'ai pensé à Gide, je crois. Palude, c'est de Gide. Oui. Ah oui, Palude. Je pensais à ceux qui disaient « Lecteur, expliquez-moi mon roman. » J'écoute, s'il vous plaît. Vous pouvez parler, j'écoute. Je prends des notes. Parce que je l'écris. Et vous l'avez lu. C'est une histoire véritable, parce que le regard du lecteur, c'est un regard pur. Et mon regard, c'est plein de la situation de création, de tous les doutes, tous les hésitations que j'ai pendant pas la rédaction, mais la création du livre. Et alors, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas répondre, je ne peux pas répondre. Et le lecteur peut dire les choses à partir de ce qu'il a vu avec, je crois, avec pureté. Non. À mon avis, non. Le lecteur est pris aussi et embarqué aussi. Il est embarqué dans une aventure avec ses propres lacunes, ses propres trous, ses propres oublis. Et il n'y a pas de lecture. Il ne peut pas y avoir d'écriture pure, mais il n'y a pas non plus de lecture pure, à mon avis. D'accord.
Est-ce que justement, quelle est la place du... Est-ce qu'il y a une place du lecteur en vous quand vous écrivez? Pardon? Est-ce qu'il y a en vous la place d'un lecteur, et quelle serait-elle, quand vous écrivez? Parce que malgré tout, il y a quelque part en vous quelqu'un qui lit ce que vous écrivez. Peut-être, j'en suis sûr, mais peut-être, parce que je sais toujours, l'écriture n'est pas linéale. J'écris une chose, une autre chose, ça va ici, alors je prends un personnage, je tue le personnage, j'en crée un autre, mais j'ai toujours, comme lecteur, je suis lecteur, je sais ce que me plaît quand je lis. Par exemple, je lis un texte évident, et alors, bon, une autre chose. Et alors, si un texte évident, ça me plaît. J'aime la découverte. Quand je lis, j'aime découvrir des choses. Et je pense au lecteur toujours au moment de laisser ce que j'écris et alors constater ce que je découvre. Normalement, je fais des découvertes pendant mes sessions de travail. Et alors, je veux que cette découverte soit aussi découverte pour le lecteur. Et alors, ça fait que oui, je le lecteur qui lit en même temps que j'écris. Je sais que le lecteur est intelligent, je sais que le lecteur, comme moi, que le lecteur est curieux, il a des curiosités, comme moi. Je sais que le lecteur veut avoir des obstacles à superer pour dire « Ah, je connais ça parce que j'ai fait à la page 40. » Je sais que le lecteur a la mémoire du lecteur. Quand on écoute une symphonie classique ou romantique, on voit qu'il y a un thème de flûte. Et alors, après 5 minutes, le thème se répète, mais le violon, l'accord. Ceux qui écoutent le concert, c'est le même thème. Il a passé beaucoup de musique entre un thème et la répétition du thème. Nous avons de la mémoire. Le lecteur a aussi beaucoup de mémoire. Et par un mot inusuel, ou par une phrase, ou par une situation, on peut jouer avec ça, avec sa répétition, mais avec une variation, comme en musique. Et alors, c'est un jeu que le lecteur dit, ouais, et voit la variation, on voit la répétition, et continue dans le jeu. J'ai encore une question, mais peut-être justement une petite histoire de lectrice. Moi, j'ai lu ce livre cet été. Alors, il faisait chaud, certes. J'étais fatiguée, ok. Mais j'étais obligée régulièrement, au bout d'une dizaine de pages, de lever les yeux parce que j'avais le cœur qui battait trop vite. Et ça me l'a jamais fait, hein, encore avec un livre. C'est pour ça que je dis chef-d'œuvre. Mais est-ce que ça faisait partie du projet de faire battre le cœur du lecteur trop vite? Pardon? Est-ce que ça faisait partie de votre projet sur Confiteor de faire battre le cœur du lecteur trop vite? De faire Battre le cœur du lecteur. faire battre le cœur du lecteur. Voilà la réponse. Je ne sais pas. Fait battre le cœur. Bon, au moment d'écrire mon cœur bat, je sais que battra le cœur du lecteur. Au moment que votre cœur battait, non, votre cœur battait dans un endroit du roman que au moment d'écrire, moi, j'étais parce que tout ce que j'écris m'affecte. Tout ce que j'écris. Et je sais que peut-être, avec un peu d'essor, le lecteur se verra aussi affecté. C'est une chose que j'ai appris avec l'Office des ans et des livres, des romans. Quand j'étais jeune, je pensais, j'ai une anecdote.
plus jeune, j'écris une histoire d'une mère et un fils. Le fils mort embrasse de la mère pleurait. Et alors, j'écrivais ça, je pensais, oh, c'est impossible. Et alors je dis, alto, claque, claquette, répétition. Ah, j'étais sauvé, parce que c'était une fiction. Mais j'ai inventé la fiction du film pour me sauver des larmes que j'avais en écrire ça. Et alors j'ai pensé, est-ce que tu es intelligent en faire ça? C'est parfait. C'est de l'office pour ne pas émotionner avec les personnages. Et après avoir vu la nouvelle en imprinte, en livre, je me suis dit, tu es lâche, se dit lâche, oui. Tu es lâche, tu es, wow. Jamais je ferai une chose comme ça. À partir de ce moment, je pleurais, je pleurais avec mes personnages, je m'amuserai avec eux. Le corps me battra avec le peine ou les joies des personnages, parce que je ne veux pas je ne me veux pas tromper. Je ne veux pas tromper le possible lecteur. Et alors je suis content que vous lisez moi aussi. Ça c'est une chose très importante de ce qui se dit là, je pense, parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, compte tenu de l'ambition du projet et du contenu en information, en données qu'il y a dedans, on pourrait avoir le sentiment que c'est un livre extrêmement intellectuel. Et moi je tiens à le dire, ceux qui me connaissent savent que je suis un lecteur plutôt rationnel en général, et les 100 dernières pages du roman, il y a à la fois tous les éléments que décrivait l'auteur en disant il y a les choses qui viennent justement répondre à la satisfaction intellectuelle du lecteur, parce que des choses qui étaient à la page 40 finalement elles trouvent leur sens à la page 715, et ça c'est du bonheur de lecteur, mais c'est du bonheur intellectuel. Puis en même temps que vous êtes là en train de vous dire que c'est beau, que tout tombe en place, que c'est magnifique, tout tombe juste, en même temps vous commencez à avoir les larmes qui sont là au bord des yeux. Et ça fait bizarre, moi je suis pas très habitué à pleurer en lisant, et c'était vraiment le cas. Là je fais attention parce que même rien qu'en y pensant, c'est terrible. Mais bon, donc c'est un livre qui est également assez émouvant, et c'est pas à base d'effets de cheap, je tiens à le signaler. C'est magnifique. J'aimerais bien savoir quel rapport vous avez avec Dieu, parce que donc dans ce roman... Avec qui? Dieu. Ah, avec Dieu. Parce que dans le roman qui est sur le mal et le pardon, c'est comme si la conclusion était, et c'est souvent ce que répète Adria, comment Dieu peut permettre de telles horreurs, comment Dieu peut permettre le mal. Et est-ce que c'est quelque chose que vous considérez? Est-ce que c'est votre avis en tant que personne, ou est-ce que ça fait partie? Vous proposez un problème téléologique, pas théologique, mais téléologique. C'est la présence de Dieu avec le malheur de l'humanité, ou l'absence de Dieu. Je n'ai pas la solution. Les théologues n'ont pas la solution. En religion, on dit, bon, d'accord, mais l'autre vie sera... C'est pas la solution, je crois. Et alors, ma relation avec Dieu, c'est une relation amicale, mais tu dans ton ciel, moi dans ma terre. Je ne suis pas croyant, mais je suis élevé, j'ai été élevé dans une culture religieuse, catholique, pour le pays et le temps où je suis né. Mais la relation avec Dieu, quand j'écris cette chose, ma réaction, c'est la réaction de personnages qui disent je ne crois en Dieu parce que un Dieu qui laisse quand tu 3 filles, je ne veux pas parler avec ce Dieu. Il y a des personnages qui disent des choses pareilles. Ils le disent parce que je crois à cette chose.
avec du respect pour toutes les créances, mais c'est ce que je dirais un point de l'existence de Dieu qui, pour moi, ne fonctionne. C'est très pessimiste en fait. Enfin, parce qu'à la fin, il n'y a plus rien. D'ailleurs, ça finit comme ça, nulle part. On va, au final, je le dis, on va à Euro Disney. Ah, la vie, pas de problème. Non, c'est une réflexion qui ne s'arrête jamais, je crois, pour moi. Je suis tout à fait d'accord qu'à la fin il ne reste rien. Qu'à la fin il ne reste rien. On nous entend. Non, je vais redire une chose que j'ai dite. Il reprend. Toute la vie il a maintenu un discours. Il le reprend différemment. Donc d'une certaine façon, il ne se rachète pas dans la vérité érudite, mais dans une autre vérité beaucoup plus personnelle. Donc je ne dirais pas qu'il ne reste rien à la fin. Vous disiez des paroles savantes. Moi, seulement je prie. Puis clore tout, ce que je vous propose, c'est je vais conclure, et puis n'hésitez pas en revanche, parce que je ne vais pas y réussir. Yom Cabré va être avec nous encore quelques temps, donc d'une part, à hésiter à engager la conversation avec lui pendant ce laps de temps. Je voulais dire simplement, donc j'espère que, même si c'est une plage de temps relativement courte, et qu'on n'avait pas du tout comme ambition donc, de dire ce qu'il y avait dans le livre, parce que ce serait vraiment dommage de le déflorer, mais de dire que c'est un livre vraiment important. Enfin, nous, c'est rare qu'il y ait un tel coup de foudre immédiat de tous nos libraires qui le lisent en même temps, et puis où il y a vraiment le sentiment que ce livre fait appel à... On parlait au tout début de la littérature totale, qui est un mot ultra galvaudé, et là c'est vraiment pourtant le cas, parce qu'il fait totalement appel à toute votre intelligence, toute votre sensibilité, qui est vraiment sollicitée pendant presque près de 800 pages, et ça c'est quand même un grand bonheur. Donc j'espère que vous aurez envie d'y goûter. Moi j'espère, après, et là de façon strictement égoïste, que le livre aura beaucoup de succès en France, parce que ça donnera envie d'en traduire d'autres, parce qu'il y en a peu pour l'instant qui sont traduits par rapport à l'ensemble de la production, et que ça donne envie en fait de connaître les autres, et moi je ne lis pas le catalan. Et puis il y a 2 essais littéraires, et tout particulièrement, si vous avez pu sentir dans ce bref entretien à quel point derrière l'art de la narration, il y a une réflexion chez Yoma Cabré qui est extrêmement puissante sur justement c'est quoi l'art de l'écrivain, comment ça s'organise. Maintenant que je sais que ces 2 essais littéraires existent en catalan, j'ai hâte qu'ils soient traduits en français pour pouvoir y avoir accès. Donc je compte sur le succès et sur l'éditeur pour que ça vienne. Voilà. Il y en a un, le son de la fiction, ouais. C'est ça, oui. Ah ouais, superbe ça. Oh, superbe ce livre, oui. D'ailleurs, j'aimerais bien... Oh, d'accord. Plaisir. C'est en essai une réflexion que j'ai fait après avoir fini L'ombre de l'eunuque. C'est une façon de m'éloigner, parce que j'ai des problèmes, de m'éloigner de mes personnages, de m'éloigner de l'absence de mes personnages. J'étais 6 ans pour faire L'ombre de l'eunuque, et alors il arrive un moment que le roman est chez l'éditeur. Et alors, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Ce que je fais, c'est me voir évanoui comme une princesse. Je m'évanouis. Je dis au chat desmaya, non? Je m'évanouis. Parce que j'ai envie de... Je savais qu'est-ce que c'est... ce qui me passe, mais c'est ça, on m'a dit que c'est ça. Parce que tous les personnages sont, toute l'atmosphère, toutes les histoires sont loin de moi, et alors je suis seul, avec moi, seulement avec moi. Et alors une forme
de ralentir cette situation, c'est d'écrire quelque chose. Et alors la réflexion va bien pour m'éloigner de ce monde et rencontrer un nouveau monde. Ici, je parle surtout de l'écriture, la création et l'écriture. Après avoir terminé, fini le Voix du Pomano, c'était la même chose, l'évanouissement comme une princesse, tout ça. Et alors, je me mis à écrire rapidement, et j'écris un texte qui porte le titre de La matière de l'esprit. Surtout, c'est la musique et la lecture. Je le dis en français, mais ils sont seulement en catalan. Hein. Vous pouvez faire un cours de catalan. C'est facile, c'est facile. Si vous savez français, oui, c'est facile de lire le catalan. Et c'est surtout sur ça. Et en ce moment que je suis en train de m'évanouir, presque, j'écris une chose après confiture aussi. Elle n'est pas finie, mais je suis en train de l'écrire en ce moment. En ce moment, non, je suis ici avec vous, mais je suis en train de l'écrire. Merci beaucoup. N'hésitez pas à boire et manger et à acheter ces merveilleux livres. Merci, merci.